Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, il est 13h30. Je vous propose de commencer ce webinaire. Pour les bonnes règles de fonctionnement, je vous remercie aux participants de penser à désactiver votre micro, votre caméra si jamais c'est nécessaire pour une bonne connexion. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main virtuelle. Voilà, et je vous rappelle que cette réunion est également enregistrée. Je laisse la parole à Madame Tessier, présidente de l'URPS Pharmacien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Cette formation bucco-dentaire, je vous rappelle, est présentée conjointement par l'URPS chirurgien dentiste et l'URPS pharmacien. Nous abordons aujourd'hui le deuxième volet de cette série de webinaires qui en compte 4. Et le thème du jour se porte sur les urgences dentaires, dont les cas comptoirs sont de plus en plus nombreux en officine. Je laisse la parole au docteur Édouard Dussault, que je remercie particulièrement pour son intervention et pour sa disponibilité. Eh bien, merci. C'est à mon tour de vous remercier, docteur Tessier, pour cette invitation. Je suis ravi de vous présenter ce webinaire donc, sur les urgences. Le temps pour moi de vous partager donc, un diaporama. Je vais essayer de l'agrandir. J'espère que vous y voyez bien. Oui, très bien. Bien, donc pour ce deuxième webinaire, nous allons donc parler des urgences dentaires à l'officine. Effectivement, on se rend compte que le pharmacien n'est pas toujours reconnu comme un interlocuteur de la santé bucco-dentaire, alors que pourtant il a un rôle essentiel par la connaissance du patient et sa proximité avec les patients. C'est lui qui lui délivre les médicaments. Donc il est vraiment en première ligne pour conseiller et orienter son patient. Donc, je vais me représenter. Je suis le docteur Édouard Dussault. Je suis chirurgien dentiste à Brie, en Charente, et secrétaire général adjoint de l'URPS des chirurgiens dentistes de Nouvelle-Aquitaine. L'URPS, c'est une association loi 1901 qui a été créée par la loi HPST en vue de représenter les différents professionnels de santé auprès de l'ARS dans le cadre de l'organisation et de l'évolution de la de santé. Donc, nous intervenons pour la mise en place d'actions aussi bien à destination des professionnels que de leurs patients, des étudiants et aussi des collectivités locales. Donc, je vais vous présenter donc, le webinaire sur les urgences. Alors, on a décidé de le scinder en deux parties. Donc, la première partie, ce sera vraiment sur les cas d'urgence que vous allez rencontrer. La deuxième partie, ça sera sur la permanence des soins. Donc, on a l'habitude de regrouper les urgences dentaires en 4 catégories. Donc, tout d'abord, les douleurs bucco-dentaires. Ensuite, on parlera des infections avec abcès et ou cellulite de la face. En troisième partie, les traumatismes. Et en quatrième partie, les hémorragies buccales. Donc, là, je vais vous parler donc, des douleurs bucco-dentaires, donc, qui ne sont ni liées à un traumatisme, ni liées à une infection. Donc, il existe des critères de gravité. Donc, quand on trouve ces critères, il faut adresser, quand c'est possible, le plus vite possible à son chirurgien dentiste. Donc, les critères, c'est la douleur non soulagée par des antalgiques de palier 1, pris régulièrement depuis au moins 48 heures. La douleur permanente évaluée par le patient au-delà de 7 sur l'échelle numérique de 0 à 10. Et la douleur non soulagée par des antalgiques de palier 2. Donc, les diverses causes qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est la pulpite, le traitement récent et la blessure par prothèse. Donc, la pulpite, c'est vraiment la rage de dents. En gros, c'est une carie qui a évolué à proximité du nerf, que le patient décrit souvent comme une douleur continue, qui est majorée par le chaud ou par le froid. Alors, ça peut être un épisode récent ou toujours actuel, ça peut être terminé aussi. Et quand vous lui demandez sur une échelle de 0 à 10, il va vous dire que la douleur, elle est 12. Ça l'empêche souvent de dormir.
Donc dans ces cas-là, malheureusement, il y a aucune possibilité de soulager, la douleur par des médicaments, donc c'est vraiment l'acte technique qui va pouvoir soulager le patient. En l'absence de ces critères de gravité, on va pouvoir conseiller la prise d'antalgiques, donc de niveau 1, en général du paracétamol, et la prise de rendez-vous chez un chirurgien dentiste, mais il n'y a pas là de caractère d'urgence. Donc c'est souvent le cas sur le traitement récent. En fait, c'est la conséquence, du traitement, et souvent à 48 heures, on a une amélioration. C'est aussi le cas pour les prothèses, les blessures par prothèse. Donc dans ces cas-là, on peut aussi prescrire du gel gingival, ce qui marche très bien, mais il va falloir à un moment éliminer la cause. Donc dans les deuxièmes catégories d'urgence, on va parler des infections avec abcès et ou cellulite de la face. Alors, on va d'abord différencier l'abcès de la cellulite. L'abcès, c'est vraiment une infection qui est bien délimitée au niveau de la gencive, du patient, alors que la cellulite, c'est une infection qui va toucher les muqueuses, donc de la joue, de la lèvre ou du plancher de la langue, qui va être beaucoup plus diffuse et qui peut être accompagnée ou non d'une tuméfaction exobuccale. Donc là, on voit clairement sur les diapos, à gauche, c'est un abcès, à droite, c'est une cellulite avec un envahissement des tissus de la joue. C'est vraiment une urgence médicale. Donc si vous vous retrouvez avec ces critères de gravité, il faut appeler le 15. Ce n'est pas la peine d'appeler un chirurgien dentiste, parce qu'on ne pourra rien faire. Il y a une vraie urgence médicale, que ce soit lié à des troubles de la déglutition, à un risque de fausse route. Ça peut aussi gagner l'œil, on a une fermeture de l'œil. Si ça s'étend au niveau du cou, on a un risque en fait, d'un passage au niveau veineux et donc un risque de septicémie. Donc, dans le cas de crépitation, eh ben, en fait, on a un risque de nécrose et si la fièvre et l'asthénie sont déjà présentes, on est vraiment dans les signes de la septicémie. Donc là, c'est vraiment une urgence vitale, hein, on compte entre 2 et 4 décès par an, liés à une septicémie d'origine dentaire. Donc dans ces cas-là, c'est une hospitalisation avec, prise d'antibiotiques, par voie veineuse. Si ces critères de gravité sont absents et qu'on se retrouve chez une femme enceinte, un patient immunodéprimé et chez l'enfant, dans ces cas-là, une consultation dentaire en urgence suffit. Il y aura obligatoirement, une prise d'antibiotiques, et aussi un contrôle pour essayer de soulager au maximum, le patient et de connaître l'origine. Donc si la tuméfaction, est localisée chez un adulte et qu'il n'y a pas de signe de gravité, dans ces cas-là, on peut très bien, prescrire des antibiotiques de première intention. La plupart du temps, ça sera amoxicilline. C'est vraiment ce qui va marcher le mieux dans ces cas-là et on conseille une prise de rendez-vous assez rapide chez le chirurgien dentiste, mais là non plus, il n'y a pas d'urgence. Généralement, on a une régression des signes, à 48 heures, ça répond assez bien. Dans le cadre d'un abcès chez un adulte, on va d'abord conseiller d'éviter de manger sur la dent et on va différencier, l'abcès parodontal. Donc l'abcès parodontal, c'est l'abcès qui va concerner la gencive attachée. La gencive attachée, c'est la gencive qui est rose et qui entoure la dent sur les 6-7 premiers millimètres. Dans ces cas-là, on conseille des antalgiques et des bains de bouche et ça doit suffire. Si ça ne suffit pas, au bout de 48 heures, on va conseiller des antibiotiques. La 2e cause d'abcès, c'est l'abcès endodontique, donc c'est que l'origine est un peu plus profonde et dans ces cas-là, l'abcès va se trouver sur ce qu'on appelle la gencive libre, c'est la gencive qui est à distance de la dent et là, on va, prescrire des antibiotiques directement. Chez l'enfant, c'est une prescription antibiotique quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature de l'abcès. Dans cette 3e partie, donc je vais vous présenter, la conduite à tenir, dans la traumatologie. Donc là, vous avez l'exemple de la fracture. On va retrouver aussi, l'impaction. Donc, l'impaction, c'est la dent qui s'enfonce en fait dans l'alvéole.
l'alvéole étant l'espace au niveau de l'os où est logée la dent. On retrouve aussi deux autres traumatismes, donc l'expulsion. L'expulsion, en fait, la dent est carrément sortie de l'alvéole. Et la dernière, c'est la luxation. La luxation, c'est soit la rotation, soit le déplacement de la dent dans l'alvéole. Alors, la conduite à tenir, en fonction des critères de gravité, effectivement, si on se retrouve avec des suspicions de traumatisme crânien, de fracture des maxillaires ou de traumatisme des tissus mous, il faut adresser au 15. D'accord? Là non plus, c'est pas la peine de l'envoyer chez le chirurgien dentiste si le patient présente les signes qui sont décrits ici. Si on se retrouve avec un cas d'expulsion ou d'impaction d'une dent permanente, j'insiste sur le caractère de la dent, il faut que ce soit une dent permanente. Dans ces cas-là, il faut que le patient consulte un chirurgien dentiste en urgence. Il est tout à fait possible de remettre la dent. En fait, on va remettre la dent dans l'alvéole et on va pratiquer une contention, mais ça exige une certaine rapidité. Si on se retrouve avec une luxation, le principal risque de la luxation, en fait, c'est que ça empêche une déglutition normale. Donc, on a un risque de fausse route qui est majeur dans ces cas-là. Donc là aussi, il est tout à fait possible de remettre la dent et c'est pour ça que le facteur temps, là aussi, est décisif puisque plus on va agir vite, plus ça va être facile. Dans les premières heures, il y a pas de cicatrisation. L'exposition pulpaire, en fait, là, c'est la fracture qui va concerner la couronne de la dent et donc on a le nerf, hein, qui est à l'air libre. Donc là, le patient, en fait, ne peut pas ouvrir la bouche, il ne peut pas s'alimenter. Donc là aussi, c'est une urgence dentaire, où on doit agir le plus vite possible. Alors, dans la conduite à tenir en cas de fracture ou d'exposition, c'est vous pouvez être, même si c'est pas les urgences qu'on rencontre le plus, mais vous pouvez être exposé à ce genre de problème. Si c'est possible et si on peut, il faut récupérer de la dent. Donc, on peut tout à fait la replacer, si c'est une dent permanente, dans l'alvéole. C'est ce qu'on va essayer de faire. Même si c'est pas un traitement qui va être définitif, on peut gagner en fait plusieurs années, hein. On a beaucoup de cas qui sont documentés, de dents qui sont réimplantées. Et donc dans ces cas-là, nous on effectue donc la réimplantation et une contention de la dent, c'est-à-dire on va la coller aux autres. Donc surtout ne pas nettoyer ni gratter la racine puisque c'est le potentiel en fait de la racine de se refixer au niveau de l'os qui va faire que ça va marcher. Donc on la rince si nécessaire avec du sérum physiologique. Donc si on a retrouvé la dent ou le fragment, on va de préférence le placer dans du sérum physiologique. Si on n'en a pas sous la main, une bouteille de lait qui n'est pas ouverte va très bien faire l'affaire. Sinon, dans la bouche du patient, même s'il y a des bactéries dans la bouche, il y a aussi de la salive. En fait, le but là, c'est vraiment d'être dans un milieu stérile et hydraté, puisque ce qui est le plus embêtant pour nous après, c'est la déshydratation de la dent. Donc, en cas de saignement buccal abondant, là, une compresse et on fait mordre le patient dessus. Alors, on fait mordre légèrement. De toute façon, il ne pourra pas mordre très fort, mais en général, on a un arrêt de l'hémorragie au bout de quelques minutes. Donc, dans le cadre du traumatisme dentaire sans déplacement, avec une perte de substance limitée, c'est-à-dire c'est un choc assez violent, mais les dents n'ont pas bougé visuellement, le patient peut fermer la bouche à peu près correctement, sauf que en général, la dent est douloureuse. On conseille une alimentation molle pendant une quinzaine de jours. Il faut absolument maintenir une hygiène correcte. Donc, on va plutôt conseiller la débrosse à dents chirurgicale pour éviter un problème de surinfection. Chez l'enfant, c'est-à-dire sur la dent temporaire, en cas d'expulsion ou d'impaction, en fait, là, on s'abstient. Il n'est pas question de replacer une dent dans l'alvéole, sinon on risque de toucher la dent définitive et en cas d'impaction, la dent s'est enfoncée, mais elle va ressortir naturellement dans la grande majorité des cas. La quatrième catégorie d'urgence, ça va être l'hémorragie buccale. Donc, là, on va différencier les patients qui sont sous anticoagulants, notamment les nouveaux anticoagulants. Alors, en général, c'est lié à un acte, hein. On n'a jamais d'hémorragie non liée à un acte. Donc d'abord, pour ces patients, on va appeler le 15.
Pour les patients qui n'ont pas de risque hémorragique, une compression logiquement suffit. On considère qu'entre 10 et 15 minutes, l'hémorragie doit s'arrêter. Surtout ne pas cracher si ça saigne, ne pas rincer à l'eau ni au bain de bouche. Donc je vais vous parler un tout petit peu de la permanence des soins dentaires. Donc il existe une permanence de soins dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine, qui a lieu les dimanches et jours fériés, au moins tous les matins. Dans certains départements, c'est le matin et l'après-midi. Et pour ça, il suffit d'appeler le 15 pour les jours qui sont concernés. Sinon, le conseil départemental de l'ordre aussi peut vous aiguiller pour vous conseiller et vous donner les horaires. Donc voici les dates des prochains webinaires. Le 8 décembre sur les conseils en santé bucco-dentaire en fonction de l'âge. Et le 5 janvier sur les pathologies bucco-dentaires et les signaux d'alerte. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci. Alors, je ne vois pas de main levée pour l'instant. Si certains préfèrent intervenir par chat, il n'y a aucun souci. J'ai aucune question. C'était si clair que ça, donc. C'était. Alors, Oui, c'était. s'il y a Pardon, c'est. une question sur le chat, pourquoi ne pas cracher le sang lors d'une hémorragie? Pardon, pardon? Pourquoi ne pas cracher le sang lors d'une hémorragie? Ah, alors, le problème de cracher, c'est que ça crée un flux, en fait, et ça favorise le saignement, tout simplement, comme l'eau et comme les bains de bouche. À partir du moment où il y a une circulation, le caillot se forme pas. Donc voilà, donc si ça reste pas dans l'alvéole, on risque d'abord d'entraîner, enfin de continuer l'hémorragie et surtout d'avoir des complications après au niveau de la cicatrisation. Donc pour nous, la compression est vraiment importante, hein, donc c'est le cas après les extractions. C'est le cas après les extractions. On va obligatoirement conseiller une compression. En général, même directement après l'extraction, c'est 1 à 2 heures. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Pourquoi précisément jamais d'INS, même sur quelques jours? Pouvez-vous nous parler plus en détail de la couleur dentaire plus INS? Au Canada, ils ne déconseillent pas. Alors les AINS, c'est que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que on peut avoir les signes d'une pulpite et déjà un début d'infection au niveau de la dent. Donc si vous prescrivez des AINS, il y a un risque que ça se transforme en cellulite assez vite. Est-ce qu'on peut conseiller de l'ibuprofène sur une pulpite? C'est ce que je viens de dire. On peut, mais vraiment de façon très limitée, pas dépasser 24 heures. Il y a un vrai risque d'avoir une cellulite qui se déclenche rapidement quand même. Donc, pas plus de 24 heures sur les anti-inflammatoires. Alors, malheureusement, c'est ce qui va marcher le mieux, même si ça marche pas longtemps. Mais, mais voilà, il y a toujours un risque. Donc, on peut, mais il faut vraiment prévenir le patient. Si jamais ça se dégrade, il faut aller très vite. En cas de douleur très très intense, si pas de consultation possible rapidement, peut-on conseiller des INS pour soulager des douleurs non soulagées par paracétamol? Et en dehors des Alors, pulpites, en dehors des pulpites, je suis d'accord. Alors, en dehors des pulpites et des cellulites, hein, si vous avez quelqu'un qui est gonflé quelque part, non, pas d'AINS. une question géographique, où a lieu la permanence dentaire dans le 79, dans les Deux-Sèvres? Alors, elle a lieu dans des cabinets différents et il y a maintenant dans le 79 une régulation par des chirurgiens dentistes, donc les dimanches et les jours fériés.
Mais à part dans le 33, et encore non, si, si, pardon, dans le 33 aussi, il y a une permanence de soins qui est assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux dans leur propre cabinet. Monsieur Brégère, je crois, vous avez une question à poser. Votre micro. Oui, oui. D'abord, de remercier Edouard pour cette présentation et qui est très synthétique. Ma question, elle est plus, aujourd'hui, on voit qu'on va vers des protocoles interprofessionnels. Par exemple, on voit qu'il y a un protocole qui a été écrit avec HAS pour la prise en charge de la cystite chez la femme et qui permet, dans certaines conditions, aux pharmaciens de pouvoir délivrer une phosphomycine. Et avec, après, réalisation d'une bandelette. Donc, on voit qu'il y a des protocoles interprofessionnels qui se mettent en place. Est-ce que, du point de vue des dents, nous, on se retrouve, pharmaciens, très souvent démunis au comptoir devant, justement, des douleurs et des demandes de patients qui sont forcément énervés parce qu'une douleur dentaire, ça énerve. Est-ce que, du point de vue des dentistes, la mise en place d'un protocole bien ciblé, hein, avec un arbre décisionnel bien précis, etc., est-ce que la mise en place d'un protocole d'antibiothérapie, par exemple, ou de certains antalgiques, aurait du sens et ferait gagner du temps aux patients et aux dentistes? Je te remercie Jean-Philippe de ta question. Écoute, oui, de toute façon, vous vous rendez bien compte, alors voilà, quelqu'un qui a une cellulite ou une infection quelconque, donc vous le voyez parce que c'est gonflé ou il va vous dire: «Là, je suis gonflé». De toute façon, nous, on ne peut pas faire grand-chose tant qu'il y a une infection. Pourquoi? Il n'est pas possible de réaliser une anesthésie locale dans un milieu qui est inflammatoire. S'il y a une réaction acido-basique, donc il y a une neutralisation, de l'anesthésique. Donc de toute façon, on ne fera rien les premières 72 heures. Donc quand on le voit, en général, on prescrit des antibiotiques. On essaye de déterminer la cause, mais on ne fera pas grand-chose de plus. On va attendre que les antibiotiques fassent effet. Donc effectivement, il est assez simple sur une cellulite chez quelqu'un qui a pas de risque majeur, de prescrire des antibiotiques, que ce soit la cellulite ou l'abcès, endo. C'est quelque chose qui sont pour vous, je pense, assez faciles à repérer. Parce que les patients viennent, ils sont gonflés, ou ça se voit, ou c'est à l'intérieur, mais il suffit de leur ouvrir la bouche et de leur demander d'écarter un petit peu la joue, vous allez le voir tout de suite. Ça se voit quand même assez facilement. Dans ces cas-là, antibiotiques, c'est ce qui va marcher le mieux et je dirais même les antalgiques ont assez peu d'intérêt. Parce qu'ils vont pas marcher tant que les antibiotiques font pas effet. Ils vont vous le dire, hein, de toute façon, je prends du Doliprane, il marche 2 heures et puis au bout de 2 heures, j'ai mal. Donc à la limite, là, si on associe antibiotiques et anti-inflammatoires d'emblée, pourquoi pas? Mais même dans les cas les douleurs les plus vives, on associe, anti-inflammatoires, et paracétamol en alternance avec des antibiotiques. OK. Bon, ben, Donc un merci pour cette protocole, réponse. oui, Dans ce protocole cas, facile. ce serait un protocole facile à mettre en place et qui a du sens. C'est pas mettre un protocole pour mettre un Oui. protocole. Non, là, c'est ça c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre de la pulpite où, pour vous, c'est difficilement enfin, c'est invisible, heu enfin, sauf si enfin, généralement, dans le cadre de la pulpite, quand vous demandez sur l'échelle de 0 à 10, il va vous dire 12. Oui, Donc c'est pas la peine de donner des antibiotiques, ça ne fera rien. Même les anti-inflammatoires, ça sera difficile. Donc là, il faut une consultation en urgence malheureusement, ou alors il faut lui dire que, bah, pendant 5 jours, il va pas dormir parce que, naturellement, il y a une nécrose qui se met en place, donc au bout de 5 jours, il y a plus de douleur. Mais c'est quand même assez difficile, voilà. merci Il y a une Edouard. il y a une interrogation sur l'amoxicilline ou la spiramycine, métronidazole? Amoxicilline sans aucune, hésitation. Le spectre de l'amoxicilline est largement plus indiqué que la spiramycine l'association spiramycine-métronidazole. Hem, c'est vrai que ça a été très à la mode à un moment, mais on se rend compte que les indications de la spiramycine, métronidazole sont très faibles. Ça va être notamment l'abcès parodontal quand les bains de bouche ne marchent pas.
C'est vraiment la seule fois où l'aspiramycine va être plus conseillée que l'amoxicilline. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah, écoutez, apparemment, ça a été très clair. Vous avez même 5 minutes d'avance. Ah, parfait. Bravo. Hem, Madame Tessier, peut-être je vous laisse conclure? Ah, si, une dernière. Efficacité des bains de bouche. Efficacité des bains de bouche, elle est, alors les bains de bouche peuvent être sont indiqués dans le cadre de l'abcès, donc l'abcès parodontal, hein. L'abcès parodontal, c'est vraiment l'abcès qui est très, très proche de la dent. Donc dans ces cas-là, c'est une infection d'origine, gingivale. Donc là, les bains de bouche, ça va plutôt très bien marcher. Ça marche aussi dans les cas de gingivite, c'est-à-dire un saignement au brossage. Et dans ces cas-là, les bains de bouche marchent très bien. Alors, il y a une demande pour savoir si le webinaire peut être vu en replay. Alors, il me semble que oui, il était question qu'il soit enregistré, donc j'espère. Bon, on vous confirmera si voilà à tous les participants si jamais effectivement cette possibilité se concrétise, on vous en informera bien sûr. Madame Tessier, je vous laisse. Oui, mais écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et puis qui ouvre la porte justement à un protocole de travail en commun pour avoir la possibilité de soulager nos patients et de décharger un petit peu des cabinets dentaires qui sont surchargés. Donc, je pense que c'est un axe de travail qui est très intéressant et qu'on va essayer de travailler ensemble entre nos deux URPS. Je me permets d'intervenir. Il y a une dernière question qui est arrivée. Que pensez-vous des kits d'urgence disponibles en officine? Oui, je viens de voir la question, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un kit d'urgence. Qu'est-ce que ça contient exactement? Si Nathalie pouvait intervenir, je connais pas. Pour réparer des dents cassées. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Nathalie, pour J'ai du mal expliciter. à voir ce que c'est réparer des dents cassées. C'est-à-dire pour recoller un morceau de dent qui se serait cassé? Alors, c'est Il faut, il faut ah, activer Nathalie, votre je vous vois, micro. mais je vous entends pas. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, on m'a présenté des petits kits qui permettent de réparer des bridges ou des dents cassées. Il y a une espèce de petit amalgame, une espèce de petite pâte à faire on pourrait dire coller, mais je suis un petit peu sceptique sur le produit. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou Ah pas. oui, d'accord. Alors, c'est pour recoller des couronnes ou des bridges qui Oui, sont oui, décellés. oui, 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 oui. D'accord. Ça sert à rien ou ça peut être utile à Euh, votre alors, sens? ça sert à rien. Si, ça peut dépanner. Ça Oui, peut c'est ça, dépanner. mais je ne sais Mais pas trop. c'est pas. Voilà, ça peut durer quelques jours. Oui. Euh, oui, alors en général, ça arrive toujours quand les C'est dentistes qu'on sont en a, vacances ou quand les gens sont en vacances. Un Voilà, c'est qu'on chewing-gum a un aussi, ça peut gros marcher quelques problème. heures. Ouais, c'est ça. On a un gros problème d'accès aux soins dentaires. Alors, c'est vrai qu'on est souvent confronté à des problèmes. On est un petit peu démunis. Ouais, ouais. Alors, je comprends bien, surtout que donc pendant la crise Covid, c'était typiquement pas une urgence. Oui. Il a fallu faire admettre aux gens que, bah voilà, ça les empêche pas de manger. Alors, ça peut les empêcher de sourire, c'est embêtant. Mais on ne le considère pas comme une urgence. C'est pas pour autant qu'on va pas le traiter assez vite, parce que sinon, il va y avoir une dégradation de la dent support, et du coup, on va se retrouver avec quelque chose qu'on va pas pouvoir remettre. Mais oui, dans ces cas-là, pourquoi pas, si on peut le remettre, même temporairement, c'est pas très grave. Ça permet de patienter. Si ça marche, oui. J'espère qu'il y a pas de toxicité au niveau de la gencive, c'est la seule chose. Au niveau des produits, vous voulez dire? Oui. Ah oui. Bon, bah, je regarderai ça. Très bien. Oui. Merci. De rien.
Bon, il est 14 heures, je vous propose de clôturer le webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et puis rendez-vous le 8 décembre pour le prochain webinaire pour ceux qui le souhaitent. Merci. Merci à tous.